Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre conférence portant sur l'obsolescence créatrice de valeur. Je suis Mathilde Bocciarelli, je représente la promotion 2016 du master spécialisé en management de l'immobilier et des services de l'ESTP Paris. Avant de laisser la parole à Christian de Kerangal, l'ensemble de la promotion souhaite remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser cet événement ce soir. À commencer par Jessina, qui nous accueille au sein de ce bel auditorium, mais également la direction de l'ESTP, le directeur pédagogique du master Jean-Pierre Taravella, ainsi que l'ensemble de l'équipe enseignante. Nous remercions également les conférenciers qui nous font l'honneur et le plaisir d'intervenir ce soir. Monsieur Éric Mazouillet de Bouygues Immobilier, Monsieur Olivier Hay de Jessina, Monsieur Jérôme Delaunay d'AXA Investment Manager, Monsieur Bruno de Fromont de Steelcase et Christian de Kerangal de l'IEIF. Et bien sûr, nous n'oublions pas de remercier nos partenaires sponsors, Jessina, Bouygues Immobilier, Steelcase, OG International et Itexa. Je laisse maintenant la parole à Christian de Kerangal et j'invite les conférenciers à venir sur scène. Et nous vous souhaitons bien la conférence. Merci. Bonjour à tous. On va commencer. Éric Mazouillet nous rejoindra sur scène. Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce thème qui est un thème d'actualité. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'obsolescence d'une partie du parc de bureaux francilien, également d'une partie du parc de bureaux français de manière générale. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir effectivement le point de vue d'un certain nombre d'acteurs, un investisseur, un promoteur, un aménageur, une foncière cotée, sur l'évolution qu'ils ont pu ou su impulser à leur immobilier. Alors, quand on parle d'obsolescence, de quoi parle-t-on? Je voudrais vous donner quelques chiffres que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé à l'ORIE, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, pour essayer de prendre la mesure du phénomène. D'abord, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'obsolescence, on parle d'un immeuble qui n'est plus adapté aux attentes et aux besoins des occupants. Je pense que ça, c'est une définition sur laquelle on est à peu près d'accord. Là où on commence à ne plus être d'accord, c'est quand on commence à se dire, d'accord, mais ça veut dire quoi, un immeuble qui n'est plus adapté aux besoins des occupants? Très clairement, je pense qu'on peut distinguer plusieurs types d'obsolescence. L'obsolescence technique, qui intègre, de mon point de vue, l'obsolescence structurelle, l'obsolescence réglementaire, l'obsolescence de localisation. Il y a effectivement des localisations des quartiers qui évoluent, bon, même si, est-ce que c'est réellement une obsolescence? Et puis peut-être que demain, on verra apparaître également des obsolescences d'usage, parce que c'est vrai que les usages des bâtiments sont en train d'évoluer de manière très rapide. Alors, quelle réalité, cette obsolescence, quelle réalité elle recouvre? Malheureusement, on a très peu de chiffres disponibles. Alors, je voudrais vous donner quelques éléments. L'ORIE a retenu une définition, puisqu'on n'arrivait pas en fait à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un immeuble obsolète. On a essayé de regarder quel est le poids des immeubles obsolescents à l'intérieur de l'offre immédiatement disponible. Et la définition que nous avons retenue à l'issue de pas mal de discussions, c'est de se dire on va retenir tous les immeubles qui sont vacants depuis 4 ans au moins. En se disant, a priori, quand vous avez 4 ans de vacances, c'est qu'il y a un souci. De positionnement, technique, de localisation, peut-être d'usage, etc. Alors, quand on regarde les chiffres justement au sein de l'offre immédiate, quand on regarde les chiffres de la vacance qui a plus de 4 ans, elle augmente de manière très significative. En 2012, cela représentait 500 000 m² d'offres vacantes en bureau en Île-de-France de plus de 4 ans, donc 18% de l'offre immédiate de seconde main. En 2014, 740 000 m², 22% de l'offre immédiate de seconde main, et fin 2015, 850 000 m², c'est-à-dire 25% de l'offre immédiate de seconde main. Donc on voit bien que le phénomène n'est pas neutre. Il y a évidemment des raisons liées à la conjoncture économique, mais il existe bien un volume non négligeable de bureaux qui apparaît comme étant plus ou moins définitivement inadapté à l'usage de bureaux. Quelle localisation de ces 850 000 m²?
Alors vous allez peut-être être un peu étonné, 31% dans les Hauts-de-Seine, 26% en Seine-Saint-Denis et 29% en seconde couronne. Donc ça n'est pas que de la seconde couronne éloignée. Il y a aussi des immeubles. Mais effectivement, bien sûr, quand on ramène cette offre vacante de longue durée au sein de l'offre de seconde main, ça représente 36% de l'offre de seconde main en seconde couronne, 46% de l'offre de seconde main en Seine-Saint-Denis et seulement 18% dans les Hauts-de-Seine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a parlé de l'offre immédiate. Et donc, on n'a pas parlé de l'ensemble du parc. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du parc de bureaux? Le parc de bureaux, je vous rappelle, en Ile-de-France, c'est 53 millions de mètres carrés. On sait que 50% des surfaces construites l'ont été il y a plus de 30 ans. Donc, ce qui peut donner un élément d'appréciation. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas de statistiques exhaustives sur l'ampleur des restructurations lourdes. Or, évidemment, dans les immeubles qui ont plus de 30 ans, il y en a un certain nombre qui ont été restructurés. Donc, on peut néanmoins raisonnablement estimer le parc de plus de 30 ans non restructuré entre 20 et 25 millions de mètres carrés. Mais toutes ces surfaces ne sont pas obsolètes, loin de là. Et moi, je pense qu'on pourrait dire que si on retenait des chiffres, on a quelque chose comme entre 5 et 8 millions de mètres carrés qui pourraient être considérés comme obsolètes. En tout cas, obsolètes le jour où ils se libéreront. Parce que tant qu'un immeuble est loué, certains investisseurs disent que tant qu'un immeuble est loué, il n'est pas obsolète. Néanmoins, c'est au moment où il peut se libérer qu'on peut se poser évidemment des questions. Alors, la dernière question, c'est, juste pour situer les enjeux, c'est que faire de ces immeubles et qu'est-ce qui se passe en termes de transformation ou plutôt de changement de destination. Alors, malheureusement, là encore, on a très très peu de statistiques. On a des statistiques uniquement sur Paris intramuros, qui n'est pas l'environnement le plus représentatif. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les changements de destination sont en progression nette depuis 2011. Les volumes qui demeurent faibles, en tout cas à Paris, c'est 230 000 m² entre 2011 et 2013, qui ont changé de destination. Ce qu'on voit, c'est une baisse du nombre de transformations de bureaux en logement, et une hausse de la transformation en SINASPIC. Vous savez, c'est les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, donc pas mal de crèches notamment, en commerce et en hôtel. Donc on voit bien une tendance très claire, dont je pense que vous allez vous faire l'écho, d'évolution, de transformation vers du commerce, de l'hôtellerie et des activités de service. Néanmoins, à Paris, ce ne sont essentiellement que des petites opérations. 93% des opérations en nombre font moins de 500 m², donc sont réalisées par des investisseurs privés. Et en fait, seules 17 opérations dépassent les 3000 m². Donc voilà quelques éléments de cadrage pour bien montrer que effectivement, alors ça c'est du timing, que effectivement l'obsolescence est une problématique réelle dont le poids est en train de monter en puissance, que les transformations sont aussi en train d'augmenter, même si elles sont encore relativement faibles. Et donc bonjour Eric. Maintenant je vais me tourner vers toi directement, carrément. Pour te demander justement comment vous, chez Bouygues Immobilier, vous appréhendez le phénomène de l'obsolescence et la démarche pérégrine que vous avez mis en place. C'est direct, mais... Très bien. Ça bon, très bien, non? Je suis un peu essoufflé parce que je viens de monter les 3 étages du parking, un peu la bourre, en retard. Alors déjà, l'obsolescence, c'est un terme assez complexe parce que à partir de quel âge on est vieux, c'est toujours un peu compliqué. On a une définition qui est l'inadaptation d'une offre à une demande due à l'apparition d'une offre mieux adaptée à la demande. En clair, on est obsolescent quand à un moment on est une offre concurrente qui est moins obsolescente que la vôtre. Alors l'obsolescence, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Enfin, tout du moins, ça veut dire que ça peut se définir par des critères qui sont assez variés. D'abord, on peut avoir une obsolescence d'ordre territorial, c'est-à-dire des dessertes de transport en commun, d'environnement et de sécurité.
qui ont évolué et qui font qu'a priori, l'immeuble n'est plus vraiment dans son marché. On peut avoir, vous le voyez ici, une obsolescence programmatique. Ça, on le vit tous les jours sur des immeubles qui ont été construits à un certain moment de l'histoire de la construction en France. On l'a vécu sur la Défense, et qui ont des critères de flexibilité, de densité d'occupation, de divisibilité, qui ne sont plus réellement conformes au marché. Bon, sur l'obsolescence environnementale, là, je pense qu'on peut passer assez vite. Hein. Vous imaginez la succession des RT. D'ailleurs, ça, c'est un des enjeux assez extraordinaires pour notre métier, c'est que à chaque fois que le législateur nous invente une réglementation thermique un peu plus performante, quelque part, il appuie encore un peu plus fort sur l'obsolescence du parc. Alors, évidemment, pour ceux qui font du neuf ou de la rénovation, c'est plutôt un critère d'accélération de l'obsolescence. Alors, ça peut être une obsolescence sociale aussi, hein, sur les conditions de travail et de confort d'usage. On vient de lancer une marque qui s'appelle Nextdoor, qui est une marque de coworking qui est ouverte en fait aux générations, ce qu'on appelle nous Z, c'est-à-dire les générations entrantes sur le marché. C'est après Y. Alors les Z, vous n'êtes pas encore dans vos entreprises, ils vont arriver. Donc ils arrivent en tongs et en short, et la hiérarchie, c'est pas leur truc. Ils considèrent que quand ils sont embauchés par une entreprise, c'est très très bien, mais ils vont travailler sur ce qu'on leur demande, mais ils considèrent aussi que l'entreprise a de la chance de les avoir, et qu'à ce titre, ils ont le droit de travailler également sur les sujets pour lesquels ils n'ont pas été embauchés. Donc on a inventé un produit, et on voit que ce produit a un schéma de fonctionnement qui, sur le plan du rapport social, notamment de la communauté, hein, puisqu'ils vivent beaucoup en communauté au travail, rend les bâtiments obsolètes. Bon, l'obsolescence économique, c'est évident, hein, c'est le rendement des surfaces. Hein, on voit que toute mobilité d'une entreprise est aujourd'hui dictée quand même par des critères économiques, donc ça peut aussi être un des éléments. Alors architectural, c'est aussi l'image peu valorisante de certains immeubles, on en connaît tous. Technique, c'est tous les éléments concourant à la technique d'un immeuble. Moi, je me rends compte en 35 ans que le niveau de technologie de nos bâtiments a explosé, et notamment alors qu'on était dans une industrie à très faible rupture technologique, c'est-à-dire qu'on construisait toujours un peu de la même façon, hein. On coule le béton entre deux manches avec des aciers, on le vivre, on décoffre, on fait le petit plancher au-dessus. Je m'aperçois que nos immeubles maintenant, ils intègrent des puces RFID, des capteurs de toute nature, Zigbee, enfin, ils intègrent de l'intelligence et donc des technologies à très forte rupture. Ça aussi, c'est un critère qui rend obsolescent plus rapidement les immeubles. Évidemment, la réglementation, on adore ça en France. Guillaume Cotrina vous en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on adore les règles, les normes, et on en remet toujours une couche. Donc à chaque fois qu'on pond une nouvelle norme, forcément, tout le parc d'avant n'est pas conforme à cette nouvelle norme. Donc l'obsolescence, elle peut être constatée ou elle peut être potentielle, parce que finalement, pour un porteur d'actifs, tant qu'il a un utilisateur qui paye son loyer, l'obsolescence, elle n'est pas vraiment constatée, elle n'est que potentielle. Hein. Alors l'obsolescence, ça se traduit donc par un risque de vacances ou une baisse de valeur, ce qui est encore plus grave. Alors, un point qui est important dans l'obsolescence, c'est le changement quand même de paradigme au niveau énergétique. On en a parlé, on va aller assez vite. C'est vrai que pendant très longtemps, on vivait une réglementation thermique qui nous demandait à peu près tous les 5 ans de baisser de 20% en performance de nos immeubles. Et puis, depuis Jean-Luc Borloo et le Grenelle de l'environnement, l'accélération était gigantesque. On est passé au PPC et on voit que, je vous l'ai marqué, une baisse de 50 à 75% de la consommation sur les 5 usages de réglementation entre la RT 2005 et 2012. C'est-à-dire qu'en 7 ans, on a une accélération des profils de consommation de nos immeubles. C'est extrêmement important puisque finalement, dans un loyer global, ce qui est le raisonnement de plus en plus courant des utilisateurs, le coût de la performance énergétique, c'est assez simple. Si vous faites un calcul, je crois que la moyenne du parc, c'est 485 kWh par mètre carré par an. Quand vous fabriquez des immeubles comme les nôtres, énergie positive, sur les 5 usages, à peu près 60-70 kWh, vous gagnez donc, si je sais compter 485, 415 kWh, à 10 centimes d'euros, vous gagnez 41,5, 42 euros du mètre carré, ce qui quand même est significatif. Alors, quand vous êtes chez Gessina dans un immeuble qui a un loyer plutôt aux alentours de, je ne sais pas combien, mais très haut de gamme, il ne faut pas le dire, c'est effectivement moins de 10%, mais quand vous êtes sur le standard moyen du marché, dans des valeurs de marché entre 240 et 340, 40 à 50 euros du mètre, ça devient vraiment très significatif.
Donc cette ERT 2012, elle contribue à développer cette obsolescence donc, qui est d'origine réglementaire. Alors face à ça, comment est-ce qu'on crée de la valeur? Et ça c'est vraiment l'enjeu pour l'investisseur comme pour l'utilisateur. Ben, on a, pour l'immobilier entreprise, c'est d'abord un produit financier pour l'investisseur. Moi je suis toujours étonné, alors c'est pas le cas de Gessina non plus, mais je suis toujours étonné par le fait que la financiarisation de notre profession fait qu'on a en face de nous des clients qui bien souvent nous achètent un cash flow garanti et ont une lecture du potentiel technique d'obsolescence des bâtiments qui n'est pas toujours extrêmement pointue. Donc ce qu'ils cherchent, c'est du rendement, c'est de la sécurité. Alors il y a les outils de développement des entreprises avec des enjeux d'optimisation des coûts immobiliers. Hein, on sait, toute mobilité d'une entreprise est essentiellement tractée donc, par une recherche d'économie. On a des enjeux de notoriété. Hein, on voit très souvent que nos trois interlocuteurs, quand on discute avec des utilisateurs, c'est très souvent d'abord le financier hein, qui va nous faire passer à l'étau et qui va nous faire très mal sur le prix. C'est souvent le RH, parce que l'environnement, j'allais dire social, réglementaire, est important en France autour du droit du travail. Et puis l'environnement de, j'allais dire tout ce qui est du domaine de la notoriété, au niveau de la présidence ou de la direction générale, c'est un élément qui est souvent un facteur d'image qui est très très important alors, pour les dirigeants et pour leurs clients et pour, j'allais dire, l'écosystème de l'entreprise. Bon, c'est aussi la qualité du dialogue social, hein, donc la façon dont on offre un cadre, on le voit, de vie, d'usage social, j'allais dire presque de collaboratif entre les collaborateurs d'une entreprise, on en a parlé, et puis environnementaux évidemment. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse revenir sur le développement durable. On sait tous, on le voit tous pour nos entreprises, c'est plus vraiment de l'image maintenant, c'est une vraie réalité. Alors, les leviers de création de valeur sur le parc immobilier, donc pour corriger cette obsolescence d'un actif immobilier, ça nécessite très souvent des travaux que le propriétaire pourra engager s'il est convaincu qu'à l'issue de ceci, il trouvera une amélioration de son revenu, hein, où il pourra justifier d'un retour sur investissement par l'augmentation de la valeur locative. Donc, qui dit augmentation de la valeur locative dit augmentation de la valeur vénale de l'actif. Les deux grands leviers, en fait, c'est l'augmentation de la densité foncière. On voit que dans toutes les opérations que l'on regarde avec Raring, qui sont des opérations de création de valeur, très très souvent, le simple levier de la réglementation, de la mise à jour d'une réglementation thermique, c'est-à-dire prendre un actif qui fait ces fameux 485 kWh et le ramener en BBC rénovation, c'est souvent consommateur de beaucoup d'argent pour un rendement, locatif, d'évolution de la valeur locative, qui est assez faible sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe par des éléments qui sont des éléments de création de valeur immobilière, qui sont la densité foncière, et évidemment la densité d'occupation. Je vous parlais de Nextdoor il y a quelques minutes. Une des vertus de Nextdoor, c'est que tous ces jeunes gamins qui viennent en tongs et en short, ils vivent au bureau comme ils vivent à la maison. Hein, c'est-à-dire qu'ils vivent sur 3 temps de vie. Ils ont un premier temps de vie qui est un temps de l'intimité, où ils ont besoin d'être à un endroit pour faire leur courrier, passer des coups de téléphone, réfléchir. Et ça, c'est un temps qui dure quelques heures. Et ils acceptent facilement, cette génération, que quand ce temps se termine, le bureau soit en dash sharing, c'est-à-dire qu'ils sont en partage. C'est-à-dire s'ils se lèvent, un autre jeune en tongs et en short va venir prendre la place de celui qui libère les bureaux. Et puis il a un deuxième temps de vie comme à la maison, qui va être le temps plutôt des réunions formelles. Ce sont tous les comités ou les réunions qui sont organisées. Donc là, il va se retrouver pendant quelques heures dans des salles de réunion, c'est organisé, avec des moyens maintenant assez simples pour réserver et gérer ses pôles de réunion. Et puis il a un troisième temps, qui est un temps un peu plus incroyable, qui est le temps du partage. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le fait qu'il a envie de travailler, y compris sur les sujets pour lesquels il n'a pas été embauché. Donc il veut se balader, rencontrer, croiser, fructifier des idées avec d'autres, et c'est des temps informels. Donc si vous venez visiter Nextdoor, vous verrez qu'il y a beaucoup de surfaces collectives qui sont des surfaces dans lesquelles, je ne sais pas si on peut appeler ça des bureaux, parce que quand on rentre, c'est pas un hall, en fait, c'est une espèce de lounge, et on passe beaucoup plus de temps au lounge que dans la partie où on réfléchit. Tout ça pour vous dire que le modèle économique pour réussir à faire des bureaux qui soient moins chers et qui répondent à cette demande, c'est finalement la surdensification, puisqu'on l'a appliqué dans notre propre siège, on a nextdoorisé notre siège, et grâce à ça, on a gagné en fait 30% de surface utile de consommation pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, les 250 collaborateurs qui tiennent dans le siège état-major de Bouygues Immobilier, la surface, ils pourraient tenir aujourd'hui
dans un système Nextdoor, quand les travaux sont en cours, avec 30% de surface en moins, uniquement par un phénomène de partage des bureaux et d'augmentation des surfaces collectives au détriment des surfaces primitives. Alors les leviers secondaires, on l'a vu, c'est l'économie d'énergie, c'est évident, on le voit, l'exemple c'était 40 € du mètre carré, c'est plus de confort d'usage, c'est important aussi parce que la guerre des talents, c'est une guerre qui est engagée pour nos entreprises, on voit que ça devient déterminant, l'image véhiculée par l'entreprise, quand on est premier employeur, ou quand on a une certification employeur, c'est une image très forte pour attirer ces générations. Elles n'ont pas envie de travailler dans des bureaux ou dans des contenants de bureaux qui ne sont pas leur image. Et puis, c'est plus de services embarqués, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le thème le retour de la vie dans les bureaux. On voit aussi que cette génération, d'abord c'est ouvert, j'ai oublié de vous le dire, mais Nextdoor 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc eux ils disent, si j'ai envie de travailler à 2h du mat, je vais travailler à 2h du mat. Puis si je veux travailler le week-end, je vais travailler le week-end. Donc ça veut dire qu'on est obligé nous-mêmes de concevoir à l'intérieur de ces bureaux des services qui sont des services que l'on a en gestion nous, et ça modifie beaucoup d'ailleurs notre métier, et qui sont des services à la personne ou aux équipes. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Encore 2 minutes. Alors un petit point sur la méthode, comment on fait? On est parti d'un constat, c'est que d'abord, quand on a démarré Reagreen, on s'est rendu compte que très peu de porteurs d'actifs avaient une véritable lecture et une véritable connaissance de ce que coûtait l'énergie dans leur immeuble. Il faut reconnaître que la France est un pays, vous le savez, 75% de production par le biais nucléaire, est un pays où le prix du kilowattheure est pas très fort. Nous, on est dans beaucoup de pays, on s'aperçoit que c'est un des pays qui a le prix plus faible, puisque à titre privé, vous êtes entre 8 centimes au kilowattheure, entre 8 et 10 centimes, 11 centimes, en fonction des tarifications creuses, bleu ou jaune. Donc on a décidé de lancer un audit, et cette méthode maintenant elle s'applique pour les actifs qu'on regarde. L'audit, c'est de dire, finalement, on commence par un audit de consommation énergétique du bâtiment, et puis en même temps, on essaie de pratiquer un audit, on va dire, de critique de ce que sont les fondamentaux en termes d'immobilier, de valeur immobilière du bâtiment. Ensuite, on a une deuxième phase, qui est ce qu'on appelle nous une phase de scénario, c'est de dire, cet actif qui est obsolète, qui consomme beaucoup d'énergie, qui nous semble avoir des fondamentaux qui ne sont pas forcément très bons, alors hauteur, largeur, plateau, nombre de bureaux en premier jour, c'est quel type de scénario on peut appliquer pour essayer de créer de la valeur. Ça veut dire qu'on part du potentiel de réévaluation de valeur d'actifs ou de valeur locative pour déterminer jusqu'où on peut aller. Puisque, évidemment, si le propriétaire est amené à avoir du capex de façon lourde à mettre, alors qu'il n'a pas la capacité à le récupérer, soit dans l'augmentation de sa valeur locative, soit dans l'augmentation de sa valeur vénale, ça n'a pas beaucoup de sens. Une fois qu'on a présenté ces scénarios, qui sont en général de 3, alors on a des cas un peu plus sophistiqués, on a un scénario qui est médiocre, qui est de dire on abaisse la thermique, on fait peinture moquette. Ce qu'on appelle peinture moquette, c'est la réhabilitation assez rapide, d'image du bâtiment à l'intérieur, on ne touche pas aux fondamentaux. On a un deuxième scénario qui est un scénario plus lourd, où on va traiter vraiment les fondamentaux de création de valeur du tertiaire dans l'immeuble. Et puis on a un troisième scénario, qui est un scénario assez incroyable, qui est finalement le scénario démolition-reconstruction partielle ou totale de l'actif, avec création de valeur par densification, et densification à la fois sur le terrain, mais à la fois dans la conception même du produit qu'on va fabriquer. Alors, tout ça on le fait en général, ce sont en fait, vous allez me dire, mais vous transformez en bureau d'études, c'est vrai, ce sont des études. Là on passe à une phase qui est un peu plus complexe, qui est le choix du projet, parce qu'en face de nous, on a une multitude d'acteurs de l'immobilier qui vont, je vous l'ai dit, de gens qui sont très financiarisés et qui n'ont pas forcément une lecture très précise de ce qu'est la valeur intrinsèque d'un actif, jusqu'à des grands groupes comme Gessina qui sont dotés de très grandes structures professionnelles, d'ailleurs qui travaillent très peu avec nous, parce qu'on est un peu en compétition avec ce qu'on fait. Et donc vous voyez que par nature, on a un panel de clients qui sont difficiles à convaincre. Mais enfin, on arrive quand même à en convaincre certains, et là on passe dans la phase montage-réalisation, et vous verrez, je vais vous donner un petit exemple qui est celui de Sanofi, les 52 000 m² du campus Sanofi avec MACSF. Ça a quand même passé par 3 éléments que je vais juste vous donner, ça sera la conclusion. Ça a été notre capacité à convaincre la maire de la ville, j'allais dire de s'asseoir, c'est pas très élégant, mais de renoncer à 21 millions de PLD. Quand on connaît l'état financier des collectivités territoriales,
c'est vraiment un engagement de l'élu. Ça a été de réviser son PLU en urgence pour être capable de refabriquer un campus pour Sanofi. Et puis, elle était capable quand même de s'engager dans une opération extrêmement lourde de 54 000 mètres carrés en plein cœur de sa ville, c'est à Gentilly. Et cette opération, je pense que s'il n'y avait pas eu un opérateur comme nous pour tracter tous ces sujets à la fois de couplage administratif, financier et technique, je pense qu'elle ne serait jamais sortie. Voilà. Ça va, ça? Ça va très bien. Voilà, là, je vous ai mis voilà quelques exemples, voilà. vous en connaissez beaucoup. Hein. Il y a le siège du Monde, qui est une très grande rénovation qu'on a faite. Là, vous avez Haussmann. Vous voyez que par nature, on traite, c'est un critère par rapport au neuf, c'est qu'on traite des générations de bâtiments, on le voit d'ailleurs hein, sur cette slide, elle est marrante, on traite des immeubles, du haussmannien comme Haussmann Anjou, jusqu'à, vous voyez par exemple, celle qui est en bas, celle-ci à la gauche, c'est une très grosse opération rue de Sèvres, qui allie en fait 4 histoires d'architecture, c'est la Banque Postale, qui en fait est une réconciliation de 4 histoires d'architecture, on va dire du XVIIIe siècle jusqu'aux années 70, puisque rue de Sèvres, malheureusement, avait été construit un immeuble assez moche, qui a fait l'objet de cette très belle peau avec Chex et Morel. Voyons, le campus de Sanofi, qu'on voit au milieu, hein, vous voyez, qui est ici, qui est un vrai campus à énergie positive, qui est parti d'une rénovation de 35 mètres carrés, donc des actifs qui ont des histoires, qui ont des méthodes constructives, hein, certains en acier, certains en béton, certains en bois, en pierre, voilà. Ça demande, en tout cas c'est un métier fabuleux. Merci beaucoup. Ça appellerait plein de questions, mais je vais les garder pour la fin. Pour passer la parole à Olivier Hay, donc directeur de maîtrise d'ouvrage chez Gecina. Quelle est votre approche justement de l'obsolescence au sein de votre patrimoine? Je passe la zapette. Alors, déjà, j'ai premier souci, c'est qu'après la génération Z, on était en train de s'interroger ce qui pouvait arriver. Derrière les Z, il n'y a rien. Alors, il y a les millénials maintenant, il y a les milléniums. Il y a encore des choses, il y a des nouvelles choses. Et probablement par Peter, Éric Mazoyer a mis c'était le fait que Gecina s'était porté à cœur d'une magnifique résidence pour étudiants qui abrite la génération future sur le plateau de Saclay. On travaille ensemble. Je vais peut-être avancer rapide. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous présenter Gecina, mais promis, ça ne va pas durer longtemps. Donc, au 31 décembre, c'est presque 13 milliards de valeur. Ce qui est important, c'est qu'il y a une partie de résidentiel. Il y a beaucoup de bureaux, évidemment, parce que Gecina est leader sur le bureau à Paris et en région parisienne. Mais également, il y a une ligne d'activité qui est Campus CA, qui est une filiale à 100% de Campus CA, et qui permet de loger des résidences pour étudiants. Pourquoi des résidences pour étudiants? Parce que ça nous raccroche au sujet d'aujourd'hui. Gecina était propriétaire d'immeubles de bureaux dans Paris. Tout à l'heure, Eric parlait de l'obsolescence territoriale. Même à Paris, vous pouvez subir cette obsolescence territoriale, puisqu'on était dans un cas au fin fond du 13e arrondissement, avec un petit gabarit d'immeuble, dans une zone résidentielle. Et dans l'autre cas, nous étions peut-être pas au fin fond du 15e arrondissement, parce que je ferai injure à un représentant de la famille Béchu qui est dans la salle, mais ce qu'on appelle en zone Béchu, on était là où se trouve l'agence Béchu, qui est malgré tout une zone résidentielle dans laquelle se trouvait le siège de l'Institut national de la consommation. Donc ce sont des bureaux qui ont été transformés en 2014, dans un cas, livraison à la rentrée 2014, et dans l'autre cas, livraison à rentrée de 2015. Il y a un petit problème de présentation, mais je vais essayer de le faire comme ça en live. En fait, pourquoi cette ligne de Campus CA? Il faut peut-être appuyer un coup dessus. Je rappuie. Ah non. Non. Bon. Rénover la zapette. C'est pas grave. Ouais, c'est Zapette, l'écran, je ne sais pas, le modèle, le format. Bref, Campus CA, c'est une filiale qui a presque 3000 lits aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème d'offre de résidentiel étudiant en France, puisque Campus CA est un peu réparti sur toute la France, enfin, en tout cas dans toutes les zones qui
qui nécessitent des besoins en logement étudiant, c'est Marseille, Bordeaux, le plateau de Saclay, Lille, Lyon et Paris intramuros, mais également à la Défense, puisqu'on en a quelques-unes en développement à la Défense. Et puis, il se trouve qu'on s'est penché sur donc, ces deux actifs obsolètes, techniquement, territorialement, qui ne pas plus grand-chose. Et par la grâce, finalement, de l'architecture des années 60, qui était une architecture de poteaux de poutre et de façades rapportées, on s'est rendu compte que la mutation n'était pas si compliquée que ça, de transformer des bureaux en résidence pour étudiants. La résidence pour étudiants, c'est des petites chambres de 18 mètres carrés 50 avec une trame qui peut ressembler à la trame d'un hôtel. Tout à l'heure, vous le signaliez, Christian, qu'il y avait beaucoup d'immeubles de bureaux qui avaient été transformés en hôtel. Finalement, une résidence d'étudiants, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un hôtel, en tout cas un hôtel plutôt de type Formule 1, puisque ce seraient des chambres de petite taille. Donc tout ça nous a permis de nous poser la question à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire de nos actifs lorsqu'ils sont en phase d'obsolescence avérée, voire avancée, et on entame à chaque fois cette réflexion. Donc c'est pas uniquement une sortie pour étudiants, ça peut être la sortie dite du bulldozer. On a des actifs qui se trouvaient à Montigny, assez loin du succès, et en tout cas qui étaient complètement ce qu'on appelle rincés, et que le PLU ayant évolué très favorablement pour les constructeurs, on a préféré démolir pour pouvoir reconstruire de manière plus ambitieuse. Donc l'obsolescence, elle peut se traiter de manière aussi définitive. Simplement, lorsqu'on est confronté à un instant T à ces problèmes d'obsolescence, et en se grattant la tête de savoir ce qu'on va pouvoir faire d'un actif, on se dit que les prochains à mettre sur le marché, il y a bien des erreurs à ne pas commettre. Et les erreurs de la production forte des années 80, notamment avec des immeubles de bureaux avec une façade en voile béton percée, qui sont finalement les immeubles les plus difficiles à convertir. Je crois que vous avez le Lemnis, où il a fallu faire pas mal d'efforts, en tout cas injecter beaucoup d'argent. Donc on va essayer de ne pas refaire cette même erreur. Et finalement, les fondamentaux de hauteur, ils traversent les temps. J'ai en tête la restructuration qui avait été faite de la Tour First à Paris, qui a été en partie démolie, en partie surélevée. En fait, elle avait un pas d'étage qui a permis, en mettant du faux plancher et du faux plafond, d'avoir 2,70 m. Et 2,70 m, c'est les standards du marché. Alors, on pousse à 2,80 m, mais enfin 2,70 m, ça correspond à des usages. Et donc tous ces immeubles qui aujourd'hui ont du faux plancher, du faux plafond et 2,70 m, pour autant qu'ils soient dans leur territoire, eh bien, trouveront une évolution dans les 20-25 ans. Enfin, je disais récemment que l'accélération se faisait que tous les 15 ans, il fallait tout remettre par terre, donc il va falloir aussi qu'on revoie nos modèles. Donc, premier exemple, ce qu'on a appelé Campus A Paris 13 Montsouris, qui a été donc inauguré récemment, immeuble des années 60, et nous sommes passés par là avec Studio 9 Architecte, et on a créé 60 chambres, et nous l'avons loué en entier à la New York University, qui s'intéresse de près pour faire venir ses étudiants, pour pouvoir offrir une offre pour les étudiants, une offre d'enseignement, mais également d'hébergement. Et puis, comme je disais récemment, nous étions donc en territoire de l'agence Béchu. On a confié à Béchu fils la reconversion de ce qu'avait fait Béchu père, ou grand-père, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors là, avec des travaux assez importants, on est toujours confronté à l'amiante, mais quel que soit finalement le destin de l'immeuble, qu'il soit transformé ou démoli, vous aurez de toute façon l'amiante à traiter. Donc ça impacte directement la charge foncière, il faut le savoir. Après, vous avez des efforts plus ou moins colossaux à faire pour que cet immeuble soit transformable. Celui-ci, par exemple, j'ai illustré un peu après, juste une parenthèse, ça n'empêche pas ces reconversions d'avoir des certifications, d'être plan climat de la ville de Paris, d'être BBC, etc. Ça ne pose aucun problème, puisque dès lors qu'on tape, entre guillemets, dedans de manière assez puissante, on peut parfaitement isoler, revoir tous les équipements techniques, et donc on a des opérations qui sont aussi peu consommatrices d'énergie que peut l'être un immeuble neuf. Simplement, il a fallu faire beaucoup de pieds et de mains pour pouvoir reconsidérer ces immeubles, sachant que le PLU ne nous autorise pas forcément, à Paris, de pouvoir démolir et de reconstruire dans le même gabarit. On a tenté, lors des dernières modifications du PLU de Paris, de convaincre la ville
qu'on pouvait avoir une notion de gabarit de fait, ça n'a pas été retenu, donc on continuera toujours à faire des exercices un peu compliqués pour restructurer dans Paris. Nous avons même obtenu une subvention de l'ADEME. Donc comme je vous le disais, notamment l'exemple rue Le Courbe, c'était un immeuble placard, il a fallu ne pas hésiter à perdre des mètres carrés. C'est-à-dire que perdre de mauvais mètres carrés, il ne faut pas hésiter à accepter que dans le bilan, il y a une disparition de surface au profit de la valorisation des surfaces restantes. Donc ces immeubles des années 60, finalement, ont des fondamentaux bien plus sympathiques pour les transformations que les immeubles des générations suivantes, des années 80, voire des années 90. Donc il faut une belle hauteur sous plafond pour pouvoir en passer les réseaux en faux plafond, des immeubles vides évidemment. Pour la transformation en résidence pour étudiants, vous ne pouvez pas loger les étudiants, même de la génération Z, à n'importe quel endroit en Ile-de-France. Il faut quand même que ce soit connecté à un réseau, mais ce n'est pas parce qu'il y a un métro qu'il y a une zone tertiaire déclarée. Et puis une taille idéale, on aime bien que ça fasse 150 chambres à minima. Il se trouve que dans Paris, on peut descendre à des jauges de 100 chambres, ça fonctionne quand même bien. Et là, un aperçu de ce que ça a pu être en cours de chantier. Donc on voit bien ce que j'expliquais tout à l'heure, les structures poteau-poutre qui permettent finalement une agilité à la recomposition de l'immeuble, la transformation en autre chose que du bureau. Et puis en bas, ce que ça donne, après, je défie quiconque d'aller penser que c'était autre chose qu'une résidence pour étudiants. Voilà, Christian, je vais terminer. Merci beaucoup. Combien de temps la transformation? La transformation, c'est 18 mois à chaque fois. Le plus compliqué, c'était la partie au cœur du 15e arrondissement, parce que c'était très mal desservi pour les engins de chantier. Ça s'est fait à la petite cuillère. Et puis quelques idées de prix. Chaque opération a tourné autour travaux, donc hors taxe, sur la SDP, travaux plus honoraires, plus curage, hors des amiantages, parce que, encore une fois, l'amiante, c'est un sujet qui peut varier du simple au quintuple, suivant l'immeuble que vous avez eu, est-ce qu'il a déjà été travaillé ou pas, et à quelle époque il a été construit. Mais on tourne autour de 2100 € du mètre carré de SDP, honoraires inclus. Merci beaucoup. Si tu veux, Jérôme, quelle est la vision, après Gessina, qui est aussi un investisseur, d'un gestionnaire pour compte de tiers, un des plus importants au monde, et notamment, je pense que tu vas nous parler d'un exemple de transformation de bureau en hôtel. Merci Christian. Effectivement, je vais vous parler de transformation en hôtel après la transformation en résidentiel. Quelques mots rapidement sur la société, sur AXA. Alors ça s'appelait AXA Real Estate, on s'appelle aujourd'hui AXA Investment Manager Real Assets. Nous sommes leader européen de la gestion d'actifs, c'est 65 milliards d'euros sous gestion, une équipe de 600 personnes, une présence dans 10 pays en Europe et 4 pays à l'extérieur, 3 en Asie et 1 aux États-Unis. Nous intervenons pour le compte de plus de 200 clients, 10 compagnies d'assurance AXA de différents pays, et puis nous gérons aussi des investissements régulés dédiés pour le grand public. En France, alors sur tout type d'actifs, beaucoup de produits de dette aussi de plus en plus, et puis tout type d'actifs, tout type de stratégie, de la plus sécurisée jusqu'au plus opportuniste. En France, hors dette et hors produits de développement, nous avons à peu près 12 milliards d'euros sous gestion, une moitié en bureau, un bon tiers en centres commerciaux et le reste en maintenant ce qu'on appelle les produits alternatifs, c'est le résidentiel, c'est la logistique et puis l'hôtellerie, on commence à faire du data center et l'immobilier de santé. Sur le portefeuille français, c'est une cinquantaine d'hôtels. Alors ça va du 2 étoiles au bord de l'autoroute, on va dire, du Formule 1 jusqu'au 5 étoiles, donc des produits beaucoup plus luxueux. Je rappelle qu'en termes de... La France, en fait, est le 3e pays au monde en termes de revenus générés dans l'hôtellerie, et c'est le premier portefeuille hôtelier en Europe. La première chose, lorsqu'on va réfléchir à une reconversion en hôtel, c'est d'abord se poser la question de la stratégie de détention, puisque contrairement à d'autres classes d'actifs, en hôtellerie, on peut fonctionner en bail, où là, c'est assez classique,
l'investisseur va détenir les murs et va confier donc, le fonds de commerce et l'opération à un intervenant hôtelier. On peut fonctionner avec un loyer fixe plus variable, linéaire comme souvent en commerce, ou on peut être aussi en loyer totalement variable. Donc là, c'est l'opérateur hôtelier qui va développer son exploitation, qui va en tirer tous les bénéfices en contrepartie de son loyer, et qui va surtout valoriser son fonds de commerce. On a aussi un deuxième mécanisme. Alors, il y a l'allocation-gérance, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler. On a le deuxième mécanisme qui est le contrat de gestion, où là, l'opérateur hôtelier n'est qu'un prestataire, en quelque sorte, puisque les murs et le fonds vont être détenus par l'investisseur, et puis la chaîne hôtelière, elle, va embaucher le personnel et puis opérer et faire fonctionner cet hôtel. Alors, quand ça marche bien, ça peut être très performant, il y a un effet de levier qui est très intéressant pour l'investisseur. Par contre, à contrario, si ça fonctionne un peu moins bien, on l'a vu malheureusement au mois de novembre avec les attentats et encore aujourd'hui, lorsqu'on a une baisse de chiffre d'affaires, lorsqu'on est en loyer fixe sur un bail, il n'y a aucun impact. Lorsqu'on a un loyer variable, 30% de chiffre d'affaires en moins, on va perdre autant de loyer, mais il en reste quand même pas mal. Lorsqu'on est en contrat de gestion, si on a une baisse importante du chiffre d'affaires, là, les revenus d'exploitation chutent énormément. On peut même être en perte sur ces hôtels-là. Donc il y a un effet de levier qui peut être très important, mais qui est très intéressant. Et c'est la première chose à valider avec nos investisseurs. Est-ce que si l'on parle de reconversion dans cette classe d'actifs, est-ce qu'on est prêt à prendre ce niveau de risque? Et si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dès qu'on monte en gamme, en fait, la plupart des opérateurs hôteliers ne veulent pas fonctionner en bail, mais vont fonctionner en contrat de gestion. Et donc c'est un investissement beaucoup plus important pour nos clients. C'est une prise de risque donc, sur l'exploitation, et puis ce n'est pas les mêmes niveaux de valorisation sur les murs ou le fond en termes de taux de capitalisation. Sur les facteurs qui peuvent conduire à aller vers une reconversion ou pas, bon, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de martingale, hein, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est vraiment des analyses financières. Hein, on va analyser la rentabilité de l'opération, le retour sur investissement de l'opération. C'est un peu plus compliqué sur d'autres classes d'actifs. Ça demande beaucoup, c'est du cas par cas, c'est très détaillé, c'est des analyses des études de marché, des analyses financières, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer, dans certains cas, c'est pas évident par rapport à du bureau notamment, d'arriver à surperformer une stratégie bureau. Sur les critères les uns après les autres, alors bon, la localisation, comme toujours en immobilier, reste primordiale. On ne fait pas un immeuble. On ne fait pas n'importe quel immobilier n'importe où et on ne met pas un hôtel aussi n'importe où. Alors évidemment, on peut mettre un hôtel, un Formule 1 à côté de l'autoroute, on parle d'immeuble de bureau, et dans Paris, dans des grandes métropoles régionales, les différents hôtels, le type de positionnement, le type de classe d'hôtel dans lequel on va avoir, on va aller, le type d'opérateur vont faire l'objet d'analyses assez poussées, des études de marché, des études de positionnement, des études de chiffre d'affaires. Je rappelle aussi qu'un hôtel, le chiffre d'affaires, c'est les nuits qu'on va consommer, c'est les nuitées. Souvent aussi, il y a de la restauration, il y a de l'événementiel, il y a des centres de conférences, il y aura un spa et tout un tas de services qui vont pouvoir parfois concourir à créer 20, 25, 30% du chiffre d'affaires. Donc l'emplacement, comme pour du commerce, va être primordial. Donc si on a une obsolescence de localisation, ça ne va pas fonctionner pour l'hôtel. En termes de contraintes structurelles et morphologiques, je vais rebondir sur ce qui a été dit aussi un petit peu avant. Alors, on peut faire quand même relativement facilement de l'hôtel par rapport à du bureau. On va pouvoir tirer parti de surfaces qui sont un petit peu difficiles. C'est vrai que des surfaces en infra, des surfaces qui sont aveugles, qui sont mal placées, vont être difficiles à valoriser ou impossibles à valoriser en résidentiel. Ça va être une contrainte pour du bureau. En hôtel, on va pouvoir probablement tirer parti, puisqu'on va y faire des salles de restauration, on va y faire tout ce qui est événementiel, centre de conférence, le spa, le fitness, la piscine, les locaux accessoires à l'activité hôtelière, donc tout ce qui est lingerie, locaux du personnel et autres. Par contre, là, on va être beaucoup plus contraint, c'est la profondeur des plateaux. C'est vrai que comme en résidentiel, au-delà de 15 mètres, on a du mal à éclairer les surfaces centrales, et ça peut quand même devenir une contrainte pour de l'hôtel. Alors selon qu'on soit en 3, 4 ou 5 étoiles, parce qu'on va avoir, pour obtenir ces classements, il y a des surfaces de chambre qui rentrent en ligne de compte. Par contre, on arrive relativement bien à réaménager
des immeubles de bureaux. Alors dès lors qu'on est plutôt sur des immeubles anciens, jusque dans les années 50, 60, 70, finalement c'est des structures qui se reprêtent bien à la reconversion, parce que tout ce qui est, on n'a pas besoin de beaucoup de hauteur sous plafond dans un hôtel. Tout ce qui est poteau, tout ce qui est mur porteur, ça va être intégré en fait dans le design et dans l'ergonomie des plateaux, alors que ça va être une contrainte sur du bureau pour faire des grands open space. Et on va avoir plus de mal par contre à faire ça sur des immeubles récents, donc 18 mètres de face à la façade, on va avoir des hauteurs de dallage de plus de 3 mètres qui vont être perdues pour l'activité hôtelière, on va avoir des murs rideaux qu'il faudra changer, c'est un petit peu plus compliqué, à faire. Un élément qui est quand même assez important, c'est qu'il faut avoir un espace de réception, en tout cas un espace en rez-de-chaussée pour pouvoir faire le lobby, pour pouvoir accueillir le public. Ça, ce sera une contrainte que l'on n'a pas obligatoirement sur certains immeubles de bureaux. Il faut aussi pouvoir accéder facilement à l'immeuble dès lors qu'on est sur des établissements de plusieurs dizaines, voire centaines de chambres. Tous les accès, taxis, autocars et autres vont être prépondérants. En termes d'urbanisme, c'est pas nécessairement plus compliqué d'obtenir un permis de construire pour faire un hôtel que pour faire du bureau. Il y a un peu plus de contraintes parce qu'on va être dans des établissements recevant du public, donc il y a les normes RP, il y a des réglementations locales, il y a des réglementations spécifiques pour les classements, pour tout ce qui est sécurité, accès. Mais on a constaté que ce n'était pas nécessairement plus compliqué d'obtenir ce type d'autorisation. Il n'y a pas de changement d'usage dès lors qu'on est déjà dans un usage tertiaire, qu'on reste dans un usage tertiaire. Il y a juste un changement de destination, on n'a pas besoin de créer du logement social. Donc tout ça est assez simple finalement. En termes de planning et de coût de développement, là par contre ça se complique, c'est en général beaucoup plus long, évidemment beaucoup plus cher de développer un hôtel. Alors les études amont, tous les APS, toutes les préétudes se font en temps masqué, enfin, ça demande quand même beaucoup plus d'analyse que pour un immeuble de bureau. On va finalement répliquer des modèles qui sont assez standards. En termes par contre de coût de développement, là on va avoir, parce qu'on a un hôtel de 130 chambres, il y a 130 salles de bain, il y a 130 sanitaires, il y a des climatisations spécifiques, il y a tout le design des services, des parties communes. En plus, on va en général pas avoir un seul type de chambre, on peut avoir jusqu'à 5 types de chambres entre la suite, la junior, le machin, etc. Donc ça demande beaucoup plus d'investissement. Lorsqu'on est en contrat de gestion, donc là l'investisseur qui va donc détenir le fonds de commerce va financer tous les travaux d'aménagement de l'hôtel, donc c'est pas simplement les travaux structurels, il va financer également le mobilier, tous les espaces services. Donc ça coûte très cher. On peut arriver sur des coûts à la chambre qui sont monumentaux. Alors, on n'est pas sur des immeubles comme le Peninsula ou autre, où on peut avoir des prix de revient de chambre qui sont au-delà de millions d'euros. En tout cas, on est sur des critères et des ratios qui sont bien plus élevés que sur du bureau. En termes de pénalité d'occupation, il n'y a pas de risque de vacances, puisqu'on ne lance jamais un hôtel en blanc. On va toujours choisir, déterminer l'opérateur, que ce soit en bail ou pour un contrat de gestion. Donc ça s'est fait très en amont. Et dès lors qu'on va choisir l'opérateur, le positionnement de l'hôtel, etc., là, on est sur des engagements qui sont assez longs. Lorsqu'on est en bail, ce sont quasiment systématiquement des baux de 12 ans qui sont renouvelables 2, 3 fois, 4 fois. Et lorsqu'on est en contrat de gestion, on peut avoir sur les hôtels, on va dire, plus luxueux, des engagements qui vont sur de 25 à 40, voire 50 ans. Parce que là, c'est vraiment un accompagnement très long de l'opérateur hôtelier. En termes de développement durable, on peut... 2 minutes. Combien 2 minutes. 2 minutes. En termes de développement durable, on a des certifications et des réglementations qu'on peut tout à fait respecter lorsqu'on est en rénovation ou en construction. Par contre, en exploitation, les certifications en exploitation sont quand même assez compliquées, notamment lorsqu'on est sur des niveaux de gamme assez élevés, en 4-5 étoiles. Être certifié en HE ou en BREEAM, ça devient assez compliqué. Alors pour terminer et pour le plaisir des yeux, deux réalisations. Alors c'est pas tout à fait le thème de la conférence, puisque c'est bien de l'obsolescence, parce que ce sont deux anciens monuments historiques, l'un à Nantes, l'autre à Marseille. Donc
ce ne sont pas des immeubles de bureaux que l'on a reconvertis, ça faisait l'objet d'appels d'offres des collectivités locales et de la ville. Donc à Nantes, l'ancien palais de justice qui a été reconverti en Radisson 4 étoiles, donc le seul hôtel de luxe de Nantes. Et puis à Marseille, l'ancien hôtel-Dieu, donc l'ancien hôpital désaffecté de Marseille, pour lequel, là, on est sur un intercontinental 5 étoiles, une très belle réalisation. Alors, ce sont des opérations qui ont été développées il y a quelques années, sur lesquelles on a beaucoup appris, autant sur la partie technique que sur la partie mise en route de l'exploitation et pérennité de l'exploitation. Maintenant, on a atteint le régime de croisière sur ces opérations. Ce sont des opérations sur lesquelles c'est un effort de l'investisseur, de l'asset manager. On est accompagné par Altarea, Cogedim. Et puis sur Marseille, là encore, par Anthony Béchu, qui a été beaucoup cité ce soir. Très belles opérations. Voilà, quelques chambres, quelques espaces de l'hôtel Radisson. Alors, à droite, en haut, en fait, c'est l'ancienne salle des pas perdus du palais de justice. Et puis derrière, le restaurant, en fait, est dans l'ancienne cour d'assises, avec des éléments de la cour d'assises qui ont été conservés. Et puis ça, c'est à Marseille, avec des espaces magnifiques dans un immeuble date de plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous avons deux opérations qui sont vraiment en amont, qui sont en préparation de développement à Paris. Il y en a une qui est tout près d'ici, que Michel, qui est au premier rang, a bien connu, sur laquelle on part sur des immeubles de bureaux avec une partie logement qui vont être reconvertis en hôtel sur un 5 étoiles, et une autre opération dans Paris-Est, pour faire aussi également un 4 étoiles. Donc ce n'est pas des opérations sur lesquelles je peux beaucoup communiquer encore aujourd'hui, mais qui sont très intéressantes, avec des immeubles de bureaux qui avaient quelques contraintes, avec des planchers qui n'étaient pas tout à fait au même niveau, des contraintes de hauteur sous plafond dans Paris-Est. On était sur un IGH, un petit immeuble de grande hauteur, donc avec des charges très élevées en bureau, et par contre qui vont très très bien fonctionner en hôtel. Merci de votre attention, et puis j'écouterai avec plaisir vos questions. Merci beaucoup. Je garde mes questions pour la fin. Bruno Tromont, vous êtes directeur des grands projets France chez Steelcase. Vous allez nous parler, vous, de la vision de justement de l'évolution des modes de vie, des modes de travail, et ce que ça peut avoir comme impact sur l'obsolescence des actifs, notamment de bureaux. Oui, absolument. Moi, je vais vous parler du pouvoir de l'espace. Alors, c'est un terme qui va vous paraître un peu mystérieux par rapport au sujet. Mais si je veux décoder ce terme, je dirais que c'est comment faire en sorte de rendre obsolète l'obsolescence en intégrant dans la vie, à l'intérieur du bâti, des notions de culture, de génération et de mode de travail. C'est de ça dont je vais parler. Donc, un mot sur Steelcase. Steelcase, c'est 110 000 clients, c'est 1500 brevets, c'est 130 concessionnaires, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est 23 usines, on est aussi un industriel. C'est 103 millions dans la recherche fondamentale. On est le premier observatoire de l'homme au travail dans le monde, avec des équipes aux États-Unis, en Europe et en Asie. On est le premier fabricant français, européen, mondial pour l'équipement des espaces tertiaires ou les équipements de lieux de transmission du savoir. C'est un sujet passionnant. Et on a une entreprise centenaire. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir qu'on est centenaire, c'est surtout de savoir si on existera dans 100 ans. Le sujet que je vais aborder va nous aider à répondre à cette question. Donc, si on s'intéresse aux gens pour savoir qui ils sont et comment faire en sorte que l'immeuble correspondent à ce dont ils ont besoin, on va se dire, bon, alors c'est qui les gens? Alors je pourrais faire un petit jeu en vous demandant quelle différence vous voyez entre les deux photos de gauche et les deux photos de droite. Alors je ne vais pas le faire parce que le temps est compté, donc je vais vous donner la réponse. Il n'y a aucune différence entre les deux photos de gauche et les deux photos de droite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Bruno me pose cette question s'il n'y a aucune différence? En fait, en fonction de qui je suis, quand je regarde la même image, je ne vois pas la même chose. Si je prends l'exemple de l'ordinateur, moi je suis baby boomer, c'est les gens qui sont nés jusqu'en 64. L'ordinateur de gauche, qu'est-ce que je vois? Je vois un objet avec lequel je vais travailler, je vais faire des présentations, des cotations, des mails, des interventions, je vais travailler. Maintenant, si j'ai 15 ans, ou si je suis le génération Z, on a parlé tout à l'heure, je regarde le même ordinateur sud-droite, je vois quoi? Je vois un objet avec lequel je vais jouer à Sugar Crush, ou à SimCity. C'est bien le même objet, mais je ne vois pas du tout la même chose. Si je regarde sur le plan des générations toujours, le rapport à l'autorité. Ça a été un peu dit tout à l'heure avec les générations Z. Le baby boomer, quand on lui dit quelque chose, généralement, il l'agrée, il fait ce qu'on lui dit, grosso modo. Donc l'autorité, il la reconnaît. Si vous prenez les générations X, qui arrive juste après, lui, l'autorité, il s'en défie. Et les générations Y, l'autorité, lui, il s'en fout. Alors, je caricature un peu, évidemment.
Mais ça veut dire quand même qu'on a 3 modes de comportement différents. Or, on est obligé de travailler ensemble dans un même espace. Quelle histoire on va raconter pour que les gens travaillent ensemble? Deuxième problème, si on s'intéresse aux gens, vous avez peut-être entendu parler de l'étude Silkes qui a été lancée sur un plan mondial le 1er mars, ou d'étude Gallup. L'étude Gallup, c'est une étude auprès de 25 millions de personnes sur 185 pays et qui mesure le taux d'engagement dans les entreprises. On s'est aperçu que 87% des gens, et 89% en France, ne sont pas ou peu engagés dans leur métier. En France, il y a 89% dans les entreprises qui ne sont pas des gens qui ne sont pas engagés. Alors vous allez dire, c'est catastrophique. Mais c'est une super bonne nouvelle. Parce qu'en même temps, si par l'espace, la vie qu'on arrive à créer à l'intérieur du bâti, on arrive à motiver ces 89% de gens pas engagés, vous vous rendez compte de l'effet sur l'innovation de l'entreprise? Formidable. Donc l'engagement est une question, c'est clair. Le troisième problème, c'est que les gens ne se croisent plus, ne se voient plus, ne se connaissent plus. Or, je disais tout à l'heure, nous, Silkes, on voudrait exister dans 100 ans. Pour exister dans 100 ans, on sait qu'il faut qu'on soit innovant. Pour être innovant, il faut qu'on collabore. Si on ne collabore pas, les gens innoveront plus vite que nous. Et pour collaborer, il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut se croiser. Donc est-ce que finalement les gens se croisent au bureau? D'abord, est-ce que les gens vont au bureau? Vous savez que Marissa Mayer, lorsqu'elle prend les rênes de Yahoo aux États-Unis, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle dit tout le monde revient au bureau. Les gens travaillent tous chez eux, et les gens ne se connaissaient plus, ne travaillaient plus ensemble, ils ne collaboraient plus. Alors si en plus de ça, quatrième problème, l'immeuble est obsolète, là c'est le bon coup. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner des solutions. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire que la vie à l'intérieur du bâti, l'espace, donne envie, que ce soit une destination dans laquelle les gens aient envie d'aller. Pourquoi? Et là, je vais vous montrer le cœur, finalement, de la réflexion. Si vous donnez aux gens envie d'aller dans un bâtiment, vous allez leur permettre, vous allez générer de l'engagement. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais comment on génère exactement de l'engagement? Pour générer de l'engagement, il faut susciter un sentiment de bien-être. Alors là, vous allez me dire, deuxième problème, Bruno, comment on mesure un sentiment de bien-être? Alors nous, c'est simple, comme on est alsacien, on a un peu carré. On a segmenté le bien-être en 3 parties. Il y a le bien-être émotionnel, la qualité de la rencontre. Il y a le bien-être physique, est-ce que je suis bien assis, bien chauffé, bien éclairé. Et puis il y a le bien-être cognitif. Tout ce qui encombre mon intelligence et que la machine pourrait faire à ma place, pour me permettre d'être plus concentré sur ce pourquoi je suis payé. Le bien-être, c'est ça. Et ça, vous pouvez le mesurer. Et comme on a vu avec mes bébés, les ordinateurs, etc., et le rapport à l'autorité, qu'on est tous différents, il va falloir que dans l'espace créé, dans l'expérience que je crée à l'intérieur du bâtiment, je crée finalement des applications, des espaces de travail qui correspondent à la multiplicité des individus que nous sommes, puisque nous sommes tous différents. C'est-à-dire que pour faire un même travail, en fonction de qui je suis, il faut que je propose des espaces différents. Donc ça nous dit quelque chose de ce que doit être l'espace à l'intérieur du bâtiment. Donc il faut offrir à l'intérieur de l'espace, finalement, non pas une multiplicité, plutôt des postes de travail, par exemple, qui seraient tous les mêmes, mais une multiplicité d'applications qui soient extrêmement variées pour permettre à chacun de choisir. Plus vous donnez de liberté d'usage aux gens, plus vous les engagez. Et on répond à la problématique de tout à l'heure. Et donc il va falloir créer des écosystèmes à l'intérieur de l'immeuble et que cet écosystème soit vivant, générer de la fluidité. Et ça combat l'obsolescence. Si vous avez un immeuble flexible, c'est déjà pas mal. Mais là, vous appelez la régie. Allô, est-ce que tu peux m'enlever la cloison pour demain parce que j'ai un séminaire, etc. Ouais, mais je vais faire que après-demain parce que là, il faut des équipes, etc. Donc c'est bien. Mais c'est encore mieux si c'est fluide. Fluide, c'est quoi? Fluide, c'est tous ensemble, on modifie l'espace nous-mêmes. Pas de régie. Et dans 3 secondes, on a reconfiguré l'auditorium. Donc ça, c'est la fluidité. Et la fluidité, c'est une notion à l'intérieur de l'espace qu'on peut développer, évidemment, grâce à la mobilité d'un certain nombre de composants. Bref, l'espace, il doit être multiple, à l'intérieur d'un écosystème, permettant à chacun, en fonction de qui il est, de choisir et de contrôler l'espace dans lequel il va se mettre. Et là, vous combattez l'obsolescence. Et là, vous donnez une destination dans laquelle les gens ont envie d'aller, et les gens se croisent, donc créent de la valeur, parce qu'ils collaborent. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, là vous avez le cœur de la réflexion, je vais vous montrer quelques images. Ici, vous avez un espace qui permet, par définition, la sérendipité. Qu'est-ce qui se passe là? Là, vous avez un mur sur lequel on peut écrire. Alors, imaginez que celui qui est debout s'appelle Paul. Alors, il y a Paul qui écrit. Puis vous voyez qu'il y en a un tout au fond, là. Il y en a un tout au fond, lui, là. Il ne fait pas partie de l'équipe, parce que Paul, lui, il travaille avec lui et lui. Mais lui, là, il écoute, il ne fait pas partie de l'équipe. Sauf que, imaginons qu'il s'appelle Robert. Robert, il a croisé Paul tout à l'heure au Work Café. Il va dire, dis donc Paul, ce que tu as affiché au mur, tu sais que tu devrais aller voir Thérèse au premier étage, parce que Thérèse, sur le sujet, elle est super balèze, elle va t'aider. Et en t'aidant, elle va accélérer le processus de solution sur lequel tu es engagé. La sérendipité, c'est ça, c'est comment on va théâtraliser l'espace pour que les gens, finalement, soient invités de façon intuitive à collaborer.
Est-ce que l'espace le permet? Donc, un écosystème, c'est proposer une diversité d'attitudes. On voit qu'ils sont assis, qu'ils sont debout, etc., qu'ils ont des cravates ou qu'ils n'en ont pas, etc. Une diversité créatrice, pouvoir travailler en sous-groupe, pouvoir travailler de manière analogique, en écrivant sur les murs, ou technologique, en partageant l'informatique, en site en proximité ou en site distant, puisque ce que vous voyez ici, c'est un espace qui est divisé en trois sous-groupes, dont un qui est en site distant grâce à la téléconférence. Donc là, vous avez une diversité de présence. Une diversité de concentration, ça ne va pas du tout pour moi qui suis baby boomer. Enfin, à la maison peut-être, mais au bureau, pas trop. Mais si vous prenez un Z ou un Y, lui, au milieu d'un hub social, il va s'allonger là-dessus, il aura un casque sur les oreilles, son ordinateur sur les genoux, il aura tous les gens qui vont tourner autour de lui, il sera super content, il ne sera pas du tout gêné. Moi, je serais quand même assez gêné. Mais l'important, c'est pas que moi je sois gêné de ne mettre pas, c'est surtout que lui qui a envie d'avoir ça, le génération Y, il l'est. Que chacun soit bien. Sinon, il ne viendra plus, le bureau. C'est une diversité de collaboration, là encore, ça c'est ce qu'on a fait dans une école, ça, en l'occurrence c'est à ça, comme ça aux États-Unis aussi, mais vous avez donc des étudiantes. Bon, imaginons que, voilà, retrouvons Thérèse, qui est là. Voilà, donc les trois étudiantes, elles travaillent ensemble. Le professeur qui est là. Le professeur, hop là, le professeur il est là. Il n'est pas là pour regarder ce que font les étudiants. Il est juste là parce qu'il s'est posé pour écrire ses mails. Et puis tout d'un coup, il lève la tête et il voit l'ordinateur de Thérèse. Il dit « Oh Thérèse, dis donc, c'est vachement bien ce que tu fais. Tu sais que tu devrais aller voir Paul au premier étage, il pourrait t'aider à résoudre ton problème. » Vous avez théâtralisé, encore une fois, la collaboration. Vous avez mis de la sérendipité. La sérendipité, c'est la capacité qu'a le hasard à enrichir la tâche d'autrui. Vous l'avez théâtralisé, vous l'avez industrialisé, vous l'avez permise. Vous avez donné de la valeur grâce à l'organisation de l'espace. Une autre, voilà, j'aime beaucoup ça, c'est voilà, la diversité théâtrale. Là, on théâtralise la réunion. Vous avez deux réunions. Vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait des sièges qui s'appelaient des vis-à-vis, je crois. Ben là, c'est un peu pareil, en mode technologique. Vous avez deux réunions qui sont finalement contiguës et traitant de deux sujets différents. Mais vous les avez positionnés de telle sorte que finalement, il y a une porosité entre les deux discussions. Et que peut-être que si Thérèse est d'un côté et Paul de l'autre, tout d'un coup, ils vont s'entendre et qu'au café, ils vont dire « Tiens, dis donc, j'étais pas dans ta réunion, mais j'ai entendu que tu parlais de ça, tu sais que tu devrais aller voir Robert, au premier étage, il pourrait t'aider. » Enfin, il y a au moins 3 personnes dans l'entreprise. Il y a Thérèse, Paul, Robert. Ici, évidemment, c'est une diversité d'usage dans les hubs sociaux qu'il faut proposer, une diversité de présence, j'en ai parlé. Alors ça, c'est un truc super important pour pas que ce soit... Vous savez, un baby boomer comme moi, mais vous tous, nous tous, lorsqu'on rentre dans une salle de réunion, si en 20 secondes, moins de 20 secondes, on n'a pas réussi à se connecter, parce que la visio, machin, truc, on dit, bon, la salle ne marche pas. Et je catégorise comme définitif, la salle ne marche pas. Bon, et je ne me sers plus jamais de la visio. Or, c'est parfaitement dommageable pour l'entreprise. Parce que si moi, baby boomer, je ne me connecte plus à Paul qui est à l'autre bout de la planète, bah c'est dommage, il y aura un échange, une collaboration qui ne sera pas faite. Comment on fait pour que ce soit simple, intuitif? Sinon, c'est tout de suite frappé d'obsolescence. La technologie, c'est surtout pas fait pour les geeks. Surtout pas. Moi qui ne suis pas geek, je sais de quoi je parle. Ça, c'est la diversité de réservation d'espace, ça c'est le bien-être cognitif. C'est comment la machine, finalement, va aider l'homme à se concentrer sur ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est payé, et non pas passer sa vie à chercher une salle de réunion. En conclusion, je dirais que, voilà, ma conclusion est totalement écrite, le pouvoir de l'espace, c'est de rendre obsolète l'obsolescence en créant un écosystème résilient d'espaces interconnectés, offrant choix et contrôle à chacun et permettant ainsi l'engagement de tous. On a répondu aux 3 problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eric, tu voulais réagir. Oui, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes en train de décrire notre texte d'or. Je voulais juste vous permettre d'apporter 3 précisions qui sont assez étonnantes, qui vont au-delà du collaboratif dans Nextdoor. Par exemple, ils ne veulent plus de RIE. C'est-à-dire la carotte râpée du RIE, qui n'a pas de goût, qui est dégueulasse. Ils nous disent, terminé, laissez-nous une cuisine, on se démerde. Et donc de façon incroyable, donc dans Nextdoor, il y a des PME, des startups, des grands groupes, il y a de tout. Hein. Et donc ils s'organisent eux-mêmes. Alors par exemple, c'est une anecdote assez incroyable, on a une femme qui est chasseur de tête, donc elle est dans les chambres d'adolescents, ce qu'on appelle les bureaux qui sont attribués, c'est-à-dire des box, et elle vient, et sa passion c'est de faire des soufflets au Grand Marnier. Et donc tous les jeudis, une armée de 250 gars qui marquent ceux qui veulent des soufflets au Grand Marnier, et elle fait des soufflets au Grand Marnier, le jeudi. Donc je suis allé la voir en lui disant, mais ça ne nuit pas à votre boulot de
hein, les souffleux de Montmarlet tous les jeudis. Elle me dit non, 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 pas du tout. Je les connais tous. Ils sont tous en train de me connecter, ce que vous disiez, avec leur propre relation d'affaires. Et grâce à ça, je me tisse mon propre réseau. Alors ça, c'est vrai pour elle, c'est vrai pour moi qui fait des pizzas. Et ils sont même, on a maintenant 5 Nextdoor. Ce matin, on avait un comité, ils sont en train, nos clients, de nous demander de faire un site collaboratif Nextdoor. C'est-à-dire qu'ils disent, mais moi quand je viens de coworker à Issy-les-Moulineaux, si Thérèse, je sais qu'elle est dans le Marais, je veux pouvoir aller coworker avec Thérèse dans le Marais. Donc il faut me donner un site sur lequel je sais qu'il y a dans vos Nextdoor, en temps réel. Non, on leur dit, attendez, c'est sympa, mais ça va être compliqué quand même à faire. Ça devient, c'est étonnant. Hein. C'est ça le contact entre les baby boomers, la génération X, la Y, la Z, les millénials demain. On voit bien à travers tout ce que vous avez développé le fait combien il y a énormément d'initiatives, j'ai envie de dire, pour combattre l'obsolescence, et pour rendre obsolète l'obsolescence. J'aime bien la phrase. Néanmoins, j'ai envie de vous poser quelques questions un petit peu plus peut-être difficiles, on verra. Qu'est-ce qu'on fait des actifs immobiliers qui justement sont localisés, ont une certaine obsolescence de localisation, et surtout pour lequel injecter du CAPEX, soit pour transformer, soit pour réhabiliter, ne fera au mieux que garder le niveau de loyer, mais a priori, on est dans une zone où les loyers vont baisser de toute manière. Qu'est-ce qu'on fait? La solution est simple, c'est la démolition-reconstruction et le bénéfice des densités. Dans un autre usage. C'est possible. Dans un autre usage. Si on a un exemple, on a acheté l'hôtel Pullman Serre. Vous vous souvenez de cet hôtel avec l'ascenseur? Bon, Mathias, c'était un hôtel qui avait été construit avec des chambres tramées en béton, tous les 2,50 m. Impossible de le transformer en quoi que ce soit d'autre que l'hôtel. Ben, on l'a démoli et on fait 50 000 mètres de bureaux et un hôtel de 150 chambres. Non mais c'est vrai partout. C'est vrai partout. Ben, on regarde par exemple, vous avez des... C'est même pire que ça. Vous regardez par exemple les entrées de ville qui ont été inondées pendant la génération des baby-boomers de ce qu'on appelle les retail parks, un peu merdiques, de première génération. Ben, on est en train de convaincre des élus de casser, de faire des opérations tiroirs, de casser ces retail parks et de réurbaniser ces endroits-là. La ville, elle a besoin de se densifier, elle a des besoins. On manque de logements en France, on manque de bons bureaux, on manque de bons hôtels. Donc ben voilà, il faut reconstruire la ville sur la ville, comme ça s'est toujours fait. C'est le principe même de l'évolution urbaine. Je crois qu'effectivement, en termes de... quand il y a une obsolescence de localisation, le bâti lui-même n'est pas formidable, il y a un moment où il faut accepter aussi de perdre de l'argent. Hein. Donc il faut parfois savoir reconfigurer, parce qu'il faut relancer quand même, le bâtiment, mais c'est une opération qui va produire des cash flows négatifs, en tout cas au début. Et je crois que chez tous les investisseurs, il y en a. Alors, on étudie à chaque fois tout un tas de sujets. Enfin, lorsqu'on est un peu loin des transports, sur des immeubles amiantés et autres, on a quand même des vraies difficultés à essayer de recréer de la valeur. On essaie de ne pas trop en perdre. La notion de cash flow négatif, elle me pique les oreilles. Je rebondirai plutôt sur le travail que tu as fait pour le pharmacien à Gentilly. C'est qu'on va... Le petit pharmacien. Oui, mais il n'est pas ouvert des où on va convaincre les élus que, et bien souvent on n'a pas besoin de pousser beaucoup, ils sont convaincus, ils voient très bien que leur zone elle commence à avoir une obsolescence assez accélérée. Je fais un exemple, hein. Le Valois a ce problème. Et le Valois, c'est pas loin. Et le Valois, ils se sont dit, oula, au secours, les gens partent vers Gennevilliers, dans des immeubles neufs, moi il faut que je fasse quelque chose. Je citais comme exemple tout à l'heure Montigny. Vélizy, tout ce qui est en Y, c'est un peu planté en ce moment, mais Montigny a révisé son PLU de manière drastique, et là où nous avions un POS qui nous avait autorisé à une époque 15 000 m², en démolissant et en poussant, en aidant la ville à réviser son PLU, on a pu construire 55 000 m². Alors là, ça commence à avoir une autre allure, évidemment.
Mais je n'ai pas en tête, enfin les foncières se font attention quand même à ne pas aller se mettre dans des zones trop compliquées où même en se grattant la tête et même en multipliant par 3, 4 ou 5 la constructibilité, on n'arrivera à rien. Mais dès lors que vous êtes situé dans une agglomération qui ressemble à quelque chose, il y a toujours moyen. Alors, c'est sûr, il faut se faire un peu mal sur le foncier, très probablement, mais la sortie est quand même positive. Alors il faut vraiment avoir un entrepôt sous les lignes de tension, en bordure du Perrier, il faut pied des pistes d'Orly. Là, effectivement, là, il n'y a pas beaucoup quand même. Sur un terrain pollué. Une autre question, on voit très bien qu'on a une accélération du cycle de vie des immeubles. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et comment vous intégrez ça? Est-ce que vous commencez à intégrer dans vos réflexions de construction d'immeubles la réversibilité dès le départ? C'est un thème sur lequel on travaille, nous, promoteurs, depuis très longtemps. Alors, on a un tout petit problème avec la réversibilité. C'est un peu le même problème que celui qu'on a connu avec le développement durable il y a quelques années. C'est l'investissement qu'il faut faire en amont. Parce que finalement, quand vous dites réversibilité, ça veut dire qu'au-delà du cahier des charges du produit pour lequel vous concevez un immeuble, vous intégrez déjà les standards au cahier des charges, des mesures conservatoires vous permettant à terme, sans beaucoup de capex, de transformer l'immeuble dans une autre destination. Et ben là, je lance un appel auprès des investisseurs. Il faut que vous acceptiez de payer un peu plus cher vos immeubles. Voilà. Nous, on est prêts à intégrer ça. Je passe le ballon. Nous avons cette réflexion. Le bois, par exemple, est un moyen, parce que finalement, ce qui coûte cher, ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est de démolir. Finalement, on construit beaucoup trop solide pour un produit qui va durer 15 ans et qui, avec des systèmes constructifs moins lourds, serait peut-être plus facile à transformer. Donc le bois est peut-être une des solutions. C'est vrai que le bois, ou alors peut-être se dire, finalement, c'était un très bel immeuble de bureau, ok, mais maintenant je veux faire du logement et je le mets par terre pour démolir. Il y a une école de pensée comme ça qui considère que l'immeuble il a son usage, une fois qu'il n'a plus son usage, eh bien on préfère le démolir et le reconstruire avec un vrai immeuble de logement qui ressemble à du logement plutôt qu'avoir finalement un produit qui risque d'être un peu bâtard, pas un très bon immeuble de bureau, qui finalement ne sera pas un très bon immeuble de logement non plus. Simplement, les PLU sont ainsi faits qu'on a rarement, au bout de 15 ans, on a rarement la possibilité de retrouver les mêmes règles de construction. Et puis le coût de démolition, c'est pour ça que le bois est peut-être une piste à explorer en se disant, finalement, l'immeuble en bois, c'est assez facile à démonter. Au-delà du stockage de carbone et des problématiques de développement durable, c'est assez facile à démonter. Après, si c'est tous les 15 ans risquer un permis avec des recours, ça c'est une autre affaire. Oui, je crois qu'effectivement, depuis 20 ans, il y a eu une financiarisation extrême de toute notre industrie, et ça a conduit à avoir une vision court terme, puisque finalement, on fait des cash flows 10 ans. Et puis, on arrive à faire tourner les cash flows et à sortir ce que l'on veut de tous nos chiffres, et on ne voit pas plus loin. Aujourd'hui, ça a changé. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs institutionnels et autres qui ont une vision beaucoup plus long terme. On fait beaucoup plus attention à ce que l'on construit, à ce sur quoi l'on investit. On a cette vision déjà de la réversibilité, de la transformation et des différentes typologies qu'on pourra installer. Quand je citais tout à l'heure un des hôtels que l'on va configurer dans le 12e, un immeuble de bureau IGH de 11 000 m², c'est presque une hérésie. Alors ça va parce qu'on est dans un quartier plus ou moins d'affaires, mais on s'est rendu compte que finalement le permis de construire d'origine dans les années 70, c'était pour faire de l'hôtel, c'est devenu du bureau, et donc aujourd'hui on le retransforme très facilement. Et on aurait très bien pu le retransformer aussi assez facilement en résidentiel. Il se trouve que l'opération hôtelière va produire plus de cash flow que le résidentiel, mais ça fonctionne bien. Sur des immeubles beaucoup plus récents, je le citais tout à l'heure, des immeubles classiques, profonds, avec des dispositifs constructifs qui étaient très adaptés à tout ce qu'on a livré en bureau ces dernières années, c'est très difficile d'en faire autre chose. Merci. À vous la parole. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques face à tout ce qui nous a été présenté? Oui, monsieur, il y a un micro qui arrive.
voilà, moi je ne suis pas de votre milieu, donc pas sachant en matière d'investissement immobilier. On parlait de génération X, Y, Z. Tout le monde sait que la pression de l'habitat pour ces générations est très lourde. C'est-à-dire qu'il faut débourser beaucoup d'argent pour devenir propriétaire. Et donc je suis surpris de voir qu'on ne puisse pas, alors qu'il y a une grosse demande de logement, transformer cet immobilier tertiaire en immeuble de logement. Alors, sur le sujet, d'abord sur le sujet du logement, qui est un sujet effectivement vital, nous on produit beaucoup de logements. Le vrai sujet des prix en France, c'est l'absence d'offres. Et là, on pousse, nous, un cri d'alerte auprès des élus. On a très peu d'élus qui veulent bâtir et qui veulent densifier la ville. Ça, c'est une vraie maladie française. Quand vous voyagez dans le monde, partout où vous allez, la ville se densifie. En France, on a beaucoup de mal à convaincre des élus, parce que le logement, ça coûte, ça vote pas toujours dans le sens où vous voulez, et ça rapporte pas grand-chose. Alors ensuite, sur la transformation de bureaux en logement, puisque c'est votre question, on a mené quelques expériences. Il faut savoir qu'on a 3 handicaps majeurs, qui sont handicaps vraiment très difficiles. Le premier, c'est le rendement de plan. Donc, quand vous faites des usines à cerveau, qui sont un peu nos bureaux de demain, c'est-à-dire des plateaux où pratiquement le rendement est à 95 ou 96% entre la SDP et la surface utile, quand vous faites des logements, hélas, du point de montée, escalier ascenseur et quelques parties communes, et ça bouffe un petit peu de surface. Donc, quand on transforme de la surface de bureau en surface de logement, on perd en général 10% de rendement, ce qui coûte très cher. On a un deuxième sujet qui est un sujet qui est extrêmement important. Quand vous êtes en bureau, dans du commercial, quand vous êtes dans des beaux 369, le locataire récupère, en fait, on peut récupérer la TVA. Quand vous êtes sur le sujet du logement, pas de récupération de TVA, parce que vous n'avez pas de statut individuel commercial de bailleur à titre privé. Ce qui veut dire que là, vous prenez 20% d'écart. Et puis on a un troisième sujet, c'est quand vous reconstruisez du logement dans du bureau, il faut repasser des gaines, parce que comme le disait monsieur, pas beaucoup de douches dans les étages, ni de salle de bain dans les bureaux, quoique ça arrive, et ça veut dire quand même que le coût de construction en général fait que la valeur intrinsèque d'un immeuble qu'on transforme de bureau en logement n'est pas différente de sa valeur foncière. C'est-à-dire que le bâti vaut rien. Et on n'arrive pas économiquement à faire tourner le modèle. Alors, après, il y a toutes les incentives qu'on propose et qui n'ont pas été retenus. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait vraiment instituer un statut commercial de bailleur individuel, de façon à pouvoir récupérer la TVA. Je suis tout à fait d'accord. On peut rajouter le poids de la réglementation aussi quand même. Voilà, il y a pas mal d'éléments. Et le logement social. Oui, je pensais notamment au logement social. Autre question, Jean-Pierre. Alors, je voudrais venir sur un terrain qui est un petit peu moins sympathique que la génération Y ou Z, mais ce qui m'y fait penser, c'est les deux chiffres qu'ont mis en évidence Christian au début, c'est-à-dire 50 millions de mètres carrés de bureaux et puis 300 000 mètres carrés qui se régénèrent tous les ans, ce qui est d'une faiblesse absolue. Et je trouve que si on a été relativement agile dans le domaine de la financiarisation depuis quelques années, il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a une frilosité qui, en particulier, celle sur le traitement des dotations aux amortissements. C'est-à-dire qu'un immeuble qui n'est pas utilisé depuis 4 ans, si on reste sur le même taux d'amortissement, on fait un petit peu preuve de négligence. Je suis toujours frappé par le fait qu'on n'utilise pas tellement les amortissements accélérés irréversibles sur des choses dont on voit qu'elles ne sont plus utilisables. Et ça permettrait de ne pas plomber des opérations avec des dotames qui sont invraisemblables par rapport aux sujets qui ont été évoqués. Et le deuxième point, c'est sur la performance, des indicateurs de performance des foncières. C'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, avoir des cash flows sur 10 ans, etc., et puis d'être mesuré sur le EBITDA est une chose, mais moi j'avoue que je regrette un certain nombre de choses, d'indicateurs de performance comme l'EVA, la création de valeur, etc., qui sont totalement
ne l'évoquer encore aujourd'hui. Olivier, parce que Gessina a beaucoup travaillé, notamment sur la valeur immatérielle, etc. Donc, Oui, il commence à être reconnu par le marché, mais bon, vous savez que nous, on est en fair value, on a des experts qui passent sur tous nos immeubles, qui les évaluent avec leur regard, et on est un peu drivé par le regard des experts. Alors on peut accompagner sur certaines valorisations, mais voilà, la boîte, si elle fait 13 milliards, c'est 13 milliards de patrimoine additionnés les uns derrière les autres. Mais ce n'est pas ce dont je parle. Je parle des notables. C'est-à-dire que vous avez la liberté dans les IFRS d'accélérer un certain nombre de choses sans pour autant changer votre actif. Oui, mais c'est une baisse de valeur en entrée de bilan. Ben oui, et ça se retrouve dans la valorisation, dans l'action, etc. Donc, c'est un pilotage très fin, même si on a beaucoup de lignes. On préfère se poser la question d'aller chercher la constructibilité supplémentaire, d'améliorer la rentabilité de plan, plutôt que de dire bon, je vais commencer en entrée de bilan avec un actif qui va être dévalué de façon à ce que la copie soit belle en sortie. Je partage un petit peu. Vous voyez, par exemple, nous on fait un immeuble à énergie positive tout en bois. Donc on démarre les travaux avec nos amis de la Caisse des dépôts. Bah, c'est un immeuble qui va avoir un seuil d'obsolescence extrêmement ralenti, qui va avoir des caractéristiques énergétiques extrêmement performantes et qui en plus, en termes de carbone, va être carbone zéro construction, carbone zéro exploitation. Et ben, quand on demande à un évaluateur de nous dire quelle est la vraie valeur vénale de l'immeuble, lequel il ne s'emmerde pas, il prend le loyer moyen de la zone et balance à taux de cap et il n'y a aucune création de valeur verte ni de valeur. C'est terrifiant. Pas encore. Enfin, je pense qu'on va y arriver, parce que petit à petit, on verra ça pris en compte dans les autres cas, mais pas pour l'instant. Une autre question? Les deux dernières questions. Il y en a trois, ouais, tant pis alors. Monsieur. Oui, bonsoir. J'appartiens à un autre monde comme le premier intervenant. Je viens du monde de l'électronique et des grands systèmes électroniques, Thales pour pas nommer, et je suis intervenant à l'ESTP. Ma question c'est la suivante. Là, on a bien vu comment traiter l'équation de l'obsolescence à plusieurs inconnus, X, Y, Z, etc. Ma question c'est, par rapport au monde d'où je viens, on anticipe l'obsolescence, c'est-à-dire on conçoit des systèmes en tenant compte a priori des problèmes d'obsolescence à venir. Exemple, les composants électroniques, l'informatique, etc. Et y a-t-il donc, c'est ça ma question, une manière de faire de l'obso-conception, si vous permettez le terme, c'est-à-dire quand on conçoit des bâtiments, des immeubles, y a-t-il une manière pour anticiper tous ces problèmes d'obsolescence, pour ne pas les avoir sur le dos quand X et Y seront un peu plus vieux et qu'on sera passé à je ne sais qui? Alors, nous, premier exemple, c'est nos immeubles à énergie positive. Donc, on a appris à intégrer les phases. On revient de loin, nous, quand même, dans notre métier. On a appris à intégrer les phases d'exploitation et de maintenance des bâtiments pour les injecter en phase de conception de nos immeubles. Et puis après, comme on embarque de la production, du photovoltaïque, des nouvelles technologies, on a commencé à apprendre à se dire qu'il fallait qu'on ait des raisonnements plug and play, ce qui n'existait pas dans notre profession. C'est-à-dire, en gros, les panneaux qu'on avait conçus sur le premier immeuble de Meudon, celui qui est en fonctionnement depuis 5 ans, ne sont pas ceux qu'on a réalisés. Et avec une intégration dans la toiture, il faut quand même être capable de venir mettre les derniers panneaux, dernier rendement, dernier cri, parce qu'ils ont une accélération technologique supérieure à la vitesse de construction du bâtiment. Il faut qu'on soit capable de venir les mettre sans avoir à refaire toute la toiture. Ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, mais ça nécessite quand même que toute la profession se mette au BIM, par exemple, à la maquette numérique. C'est un des enjeux majeurs, à mon avis, pour les 5-10 ans qui viennent, c'est que l'ensemble de la profession soit capable, au travers du BIM, de gérer ces problèmes de plug and play et d'être capable de gérer les problèmes de flux des bâtiments. Les problèmes de flux, on les intégrait absolument pas dans la conception des bâtiments. C'est une des réponses. Ce qui est vrai quand même, c'est que dans votre profession,
j'allais dire, le seuil d'obsolescence de vos produits est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avec notre bon vieux béton, même s'il est un peu lourd. Tout à l'heure, je parlais de la financiarisation de l'immobilier. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'institutionnels, avec des dépôts, un certain nombre d'assureurs français, qui ont maintenant une vision beaucoup plus long terme. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'argent immobilier qui se déverse dans l'immobilier aujourd'hui. Les taux de capitalisation qui baissent et donc des valorisations qui augmentent, des immeubles qui sont vendus beaucoup plus en plus rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, raisonner à long terme pour un certain nombre d'intervenants, d'acteurs de l'immobilier, c'est pas un sujet. On n'est même plus sur des cash flows de 10 ans, là c'est à 5 ans avec des retours sur investissement très rapides. Donc ça brouille un petit peu le jeu. Heureusement, beaucoup de professionnels de l'industrie ont une vision beaucoup plus sérieuse, mais aujourd'hui, avec des prix et des montants d'investissement qui augmentent beaucoup, ça perturbe un petit peu le jeu. Alors après ça, quand les valeurs vont retomber, ben on va se dire c'est parce que ça gagne moins qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, on est dans un environnement, alors c'est pas ici Grével, mais enfin ça va vraiment beaucoup plus vite aujourd'hui, et c'est compliqué de raisonner à long terme, notamment sur ces phénomènes d'obsolescence. Dernière question. Et oui, c'est la dernière. Le micro arrive. Bonsoir, Thomas Veller, je suis aussi intervenant à l'ESTP. Vous évoquiez une durée de vie de 15 ans pour certains immeubles. C'est vrai qu'on constate que certains immeubles construits en 99 ou 2001, même si ça peut sembler être hier, mais ils sont déjà plus du tout sexy. Et vous évoquiez des solutions plus modernes d'immeubles à énergie positive. S'il y a 15 ans, la durée de vie moyenne d'obsolescence des immeubles était d'à peu près 15 ans, est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager des solutions massives et généralisables pour changer radicalement et en tout cas augmenter très significativement la durée d'obsolescence moyenne et se dire qu'un immeuble qui sera construit dans 5 ans, on peut raisonnablement estimer que dans 30 ans, il sera encore, ou 30 ans plus tard en tout cas, il sera encore vraiment up-to-date et que cette durée de 15 ans, elle soit plus du tout, enfin que ce soit un jour 30, 40 et que les immeubles durent beaucoup plus longtemps. Juste peut-être une petite chose, parce qu'en fait, les immeubles, certains en province, les immeubles sont obsolètes moins vite, parce que justement, comme on a moins d'argent pour les rénover, ben, finalement, il y a des immeubles qui durent 20 ou 30 ans. Le marché est moins mondialisé. Voilà. On y réinvestit un peu, mais beaucoup moins. Là, au bout de 20 ans, voire même au bout de 10 ans, il y a des immeubles neufs, au bout de 10 ans, on ne fait pas entièrement, évidemment, mais on réinjecte beaucoup d'argent, parce que pour passer de 500 à 600 euros de loyer, surtout trouver un locataire, on remet un peu d'argent dans les équipements des nouveaux services et c'est reparti, tout ça est capitalisé. Donc ça perturbe quand même tout ça. Sur la province et sur d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus pérenne et on a encore la visibilité sur 20 ans. Il y a des équipements qui changent, mais le bâti, la fonctionnalité générale de l'immeuble a beaucoup plus de pérennité. Mais quand même, une des réponses, c'est la réverse. C'est d'ailleurs un peu schizophrénique comme système, hein. Mais la réversibilité, c'est une des réponses. Alors, le problème, c'est que dans un marché où nos amis investisseurs sont de plus en plus sur le court terme, il faut réussir à les convaincre de mettre un peu plus d'argent dans la réversibilité pour faire en sorte que le bâtiment ait une obsolescence ralentie dans le temps. C'est étonnant. C'est compliqué à faire. Il y a des solutions. Comme le disait Bruno, enfin, les utilisateurs évoluent aussi beaucoup. Donc la manière de vivre son immobilier de bureau d'exploitation, les attentes des collaborateurs, ce bien vivre, ces attentes de service, ça nous oblige à évoluer, et c'est pas obligatoirement structurel. Et ce qui est à la mode aujourd'hui le sera peut-être plus dans 5 ans. Donc tout ça va très très vite. Une dernière chose à ne pas oublier, à mon avis, c'est la qualité de l'architecte et de sa signature, parce que vous avez les immeubles qui ont bien plus de 30 ans, et je vous mets au défi de les dater. Ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Je voudrais juste donner un exemple concret. Stickez est installé à côté de la place de la République dans un immeuble qui a 100 ans, c'est un immeuble Eiffel. Cet immeuble donc, a été construit il y a 100 ans pour abriter une usine. Ensuite, ça a été l'ORTF, et ensuite, ça a été la DAS, la Direction de l'Action sanitaire et sociale. Et aujourd'hui, c'est Stickez. Donc on a eu 4 entreprises totalement différentes, les 4 métiers totalement différents dans un même bâti. Or, ces 4 entreprises ont réussi à bien faire leur travail. Donc finalement, la question de l'obsolescence du bâtiment, puisqu'il est centenaire, elle peut se poser depuis... Et pourtant, le bâtiment, il est super, venez nous voir, il est super. Ce que je veux simplement dire, c'est que, évidemment, c'était la phrase de conclusion, c'est que
c'est la manière dont le bâtiment va permettre d'être aménagé en permanence pour répondre à ce que sont les gens, qui est le maître d'usage, qui va empêcher le bâtiment d'être frappé d'obsolescence. Est-ce qu'il le permet, le bâtiment? Merci beaucoup à chacun de vous. Et je vais passer la parole maintenant pour conclure à l'ESTP. Merci. Je ne vais pas conclure. Je vais d'abord remercier Jessina, bien sûr, de nous avoir accueillis, les 5 intervenants, voilà, pour vos échanges passionnants. Et puis, on s'aperçoit qu'on fait quand même un superbe métier, l'immobilier, la construction. Voilà. Et puis, on a beaucoup parlé de génération ce soir. Alors moi, je voudrais vous parler d'un adolescent. Un adolescent qui s'appelle le master spécialisé mise, qui vient d'avoir 15 ans et qui se porte très très bien. Il y a 12 stagiaires cette année qui l'ont suivi. Et c'est non seulement un adolescent qui progresse, qui change, qui n'est pas du tout obsolescent, lui. On vient de lui refaire une petite beauté en modifiant complètement le programme. Et cet adolescent vient d'être accrédité RICS. Alors je voulais remercier bien évidemment Jean-Pierre Taravella, qui est le directeur pédagogique du master, Chloé Langlais également, qui nous ont particulièrement bien aidés dans ce dossier. Et puis les 12 stagiaires qui viennent de suivre ce master, d'abord pour nous avoir invités à cette conférence, pour avoir demandé à ces différents intervenants d'animer cette conférence, et puis pour les rassurer aussi. Alors le master mise n'a que 15 ans, il n'a pas 120 ans comme le STP, mais c'est une belle marque, et soyez fiers de cette formation. Merci. Écoutez, il me reste à remercier une nouvelle fois tous les intervenants et vous inviter maintenant à un cocktail non obsolète pour pouvoir échanger. Au revoir.